Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence de Jury Travail. Aujourd'hui, nous vous proposons un format un peu différent puisque nous allons faire un véritable tour de toutes les nouveautés RH, à la fois tout ce qui s'est passé en ce début d'année 2026 et tout ce qui va arriver en 2027. Et vous allez le voir, il y a pas mal de choses à aborder entre la transparence salariale, les dernières décisions sur les congés payés, sur les forfaits, la santé mentale au travail également, l'apprentissage. On va aussi parler du partage de la valeur et évidemment, tout ce qui concerne, l'égalité homme-femme, pardon. Avant de commencer, vous voyez, le programme est particulièrement riche aujourd'hui. Nous allons essayer de tenir en 1 heure. Si on dépasse, excusez-nous d'avance parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets, à partager. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le chat. Si ce sont des questions plus personnelles, vous pouvez utiliser le bouton «J'ai une question». Je le rappelle, cette webconférence est destinée aux professionnels. Si vous avez des questions de particuliers, je vous invite à contacter nos avocats au 01 75 75 36 00. Je change de slide pour nous présenter. Moi, rapidement, je suis Élodie Deliste et je suis directrice marketing et édito chez Jury Travail depuis plus de 9 ans. J'ai la chance de travailler avec une équipe de 15 juristes, tous spécialisés en droit du travail, tous bac+5, qui vous produisent des contenus qu'on va partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par l'un d'entre eux, par Kevin Lemoyac. Bonjour Kevin. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Kevin est juriste en droit du travail chez Jury Travail depuis bientôt 7 ans. Et sur le chat, nous sommes également accompagnés par Marine. Marine, elle sera présente tout au long de la présentation. Et puis, c'est elle qui nous relaiera les questions. Elle vous répondra aussi par écrit en vous partageant des liens issus de la base documentaire de Jury Travail, soit des articles, soit des contenus payants, des dossiers ou des modèles de lettres, ou parfois même des affichages ou des registres comme le DURP dont on va parler. Donc, comme je vous le disais, la webconférence s'adresse aux professionnels. Le support, je vois qu'il y a déjà une question sur le support. Le support, vous pouvez le demander en cliquant sur le bouton «Je veux le support» et le replay. Et Marine vous enverra un mail la semaine prochaine avec l'ensemble des éléments. Avant de commencer, une petite présentation rapide de Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis plus de 20 ans. Et derrière cette expertise, j'en ai déjà parlé, il y a toute une équipe de juristes. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 juristes, tous diplômés bac+5, qui sont basés à Clermont-Ferrand, à La Rochelle comme Kevin, ou à Paris comme moi, qui travaillent au quotidien sur des problématiques très concrètes, droit du travail, accompagnement RH, mais aussi droit des sociétés, fiscalité ou droit des affaires. Ce sont eux qui rédigent l'ensemble de nos contenus et qui accompagnent nos 3000 clients chaque jour. Donc Jury Travail, c'est pas uniquement une plateforme d'information juridique, c'est surtout une équipe d'experts accessibles facilement et qui traduisent le droit en solutions concrètes pour vous, pour les entrepreneurs, pour les RH, pour les CSE, dans un langage très simple et très précis. Concernant nos abonnements, vous voyez, il y en a 2. Ces abonnements donnent accès à une base complète de ressources pratiques, hein. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous donner des réponses très facilement. Vous avez donc le juriste dédié, notamment Kevin, hein, je pense qu'il y a des clients qui sont connectés, Oui, j'en ai qui vu, appellent, voilà, effectivement. qui appellent régulièrement Kevin. Mais il y a aussi plein d'autres collègues qui peuvent répondre à vos questions. Donc, vous voyez également qu'il y a l'accès à une IA juridique. Cette IA, c'est une IA qui a été fondée sur Légifrance et sur le contenu du Jury Travail. C'est-à-dire qu'on va pas vous donner, on va pas vous inventer des résultats ou des fausses informations. On va pas vous partager des fausses informations, ce que peuvent faire assez régulièrement encore tout ce qui est ChatGPT ou Gemini. Enfin bref, je ne vais pas y passer plus de temps. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les abonnements, je vous invite aussi à contacter notre équipe commerciale au 01 75 75 36 00. Et puis, si jamais vous voulez qu'on vous rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Vous avez mon adresse, l'adresse générique, et je vous partage mon adresse, donc market@jurytravail.com, et mon adresse à moi, c'est elodie.deliste@jurytravail.com. Alors, je change de slide pour vous annoncer le programme qui est chargé.
comme je vous le disais, on a beaucoup de sujets à aborder. Nous commencerons donc par la directive européenne sur la transparence salariale, avec un point sur les obligations qui se dessinent sur les employeurs. Alors, pour ceux qui étaient là il y a 1 mois et demi, on avait déjà fait avec Kevin une webconférence sur ce sujet. Je vous invite à aller la revisionner si vous avez des questions. Là, on va vraiment s'intéresser à ce qui a changé depuis la webconférence. Ensuite, on viendra sur les dernières évolutions en matière de forfait jour et du temps de travail, avec plusieurs exemples concrets. Nous ferons le point sur les arrêts maladie, la santé des salariés, la santé au travail, c'est vrai que c'est important. Ensuite, l'apprentissage, le partage de la valeur et enfin, nous terminerons cette webconférence avec quelques infos pour anticiper dès maintenant les sujets RH 2027. Et comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez nous poser vos questions. Kevin, première question que je te pose sur la directive européenne, sur la transparence des salaires. Hop, où en est-on précisément en ce jour du 19 juin 2026? Alors, cette directive qui devait être transposée en droit français en juin 2026, début juin, évidemment, ne l'est pas à l'heure actuelle. Alors, où est-ce qu'on en est? On a notre projet de loi qui est assez épais, hein, vous pouvez le voir, qui actuellement a été envoyé devant le Conseil d'État pour analyse. Il n'est pas voté. Donc là, pour le moment, on n'en est nulle part. D'accord. Où est-ce qu'on va? Vers où on va? Quelle date on a? On n'en sait rien. On avait vraiment une promesse pour une transposition d'ici la fin de l'année. Il semblerait que ce ne sera pas le cas. Et le ministre du Travail, dans une interview, a précisé que cette transposition, en tout cas l'entrée en vigueur, pourrait intervenir au 1er janvier 2028 afin de laisser le temps aux entreprises de s'y préparer. Donc ça n'est pas pour de suite, sachant que tout ça peut changer encore du jour au lendemain au niveau de ces délais. D'accord, très bien. Et quelles sont les entreprises qui sont directement impactées? Toutes, toutes sans Ah. exception. Là, on va faire un rapide. Il y a effectivement des différences en fonction du nombre de salariés, mais ça va essentiellement viser l'index. Pour tout le reste, ça va Oui, viser toutes les entreprises, donc c'est vraiment des habitudes qu'il va falloir prendre. d'accord. Et quelles sont on entend souvent parler, des informations sur les rémunérations. Est-ce que ces informations devront être transmises aux candidats et aux salariés? Alors oui, effectivement, c'est là où il y a des changements au niveau du dernier projet de loi. Donc, je vous inviterai pour tous les détails à consulter notre dernière webconférence. Mais là, on va voir essentiellement les changements à ce niveau-là. Donc, au niveau des candidats, vraiment des candidats à un emploi, le principe, c'est que le candidat à un poste doit recevoir des informations sur une fourchette de rémunération initiale et sur les dispositions conventionnelles pertinentes. Donc la fourchette, il n'y a pas de minimum et de maximum, hein. On peut dire salaire entre 20 et 3 millions d'euros. Il n'y a pas de montant maximum. Mais par contre, la rapport avant, c'est vraiment sur la sémantique, hein. Ça n'est plus le candidat peut recevoir, c'est le candidat doit recevoir. Ça change D'accord. beaucoup de choses parce Ah oui, qu'avant, il fallait que l'employeur les donne sur demande. Là, maintenant, l'employeur doit être proactif et il doit les donner avant qu'on les lui demande. C'est-à-dire que tout ça sera probablement affiché directement dans l'annonce pour plus de facilité. Donc là, au niveau des candidats, ça va vraiment être ce changement au niveau du dernier projet de loi. On n'est plus sur une simple possibilité d'être informé, on est sur une obligation pour l'employeur d'informer le salarié avant. d'accord. Ensuite, concernant les salariés. Donc, on est toujours sur notre principe, les employeurs doivent mettre à disposition des salariés de manière facilement accessible les critères utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de rémunération au sein de l'entreprise. Ça, il n'y a pas de grand changement à ce niveau-là. Donc, l'employeur doit donner ces informations sur demande à des salariés qui en feraient la demande. Donc, c'est vraiment des informations sur le niveau moyen de rémunération d'une catégorie de salariés à poste équivalent. Donc, par exemple, nous, chez Jury Travail, si je demande des éléments d'information sur la rémunération moyenne, ce sera au niveau de mon service. Ce ne sera pas au niveau du service d'Elodie, qui, elle aussi, ne pourra pas avoir les informations sur mon service. Donc, on est vraiment sur des catégories d'emplois similaires, ça j'insiste, et
avec un nombre minimum de ça, quoi. Il y a un décret qui devra mettre un garde-fou, et ce décret dira très probablement que le nombre minimum de salariés dans le service devrait être de 10. D'accord. Ça veut dire que euh, dans ce cas-là, s'il y a en théorie moins de 10 salariés dans la catégorie qu'on a, l'employeur pourrait refuser de donner ces informations. Donc, il faut bien Mhm. se dire, on est toujours sur des catégories. Moi, par exemple, je suis sur Jury Travail Entreprise sur des liens B2B, on est 5. Donc, à première vue, je ne pourrais pas demander les niveaux moyens de rémunération. Sauf que il y a un petit changement de sémantique dans le projet de loi. Euh, le projet de loi disait que l'employeur pouvait refuser de transmettre les niveaux de rémunération si l'effectif est inférieur à un seuil, 10, et on a un rajout, et si cela risque de divulguer indirectement le salaire d'un collègue identifiable. Cette dernière partie qui est rajoutée laisse supposer que ce chiffre de 10 qui était très contesté par les syndicats, ben en fait, il va peut-être rester dans la loi, mais ce ne sera pas vraiment un seuil minimum. Ce sera une double condition. L'employeur pourra refuser de donner ces informations s'il y a moins de 10 personnes dans la catégorie et si cela risque de divulguer des salaires d'un collègue de travail identifiable. Donc, ce serait vraiment une double condition. Cette petite différence peut changer beaucoup de choses parce que ça pourrait dire que un employeur qui, par exemple, dans mon service où on est 5, si mon employeur euh, ne pourra pas se baser uniquement sur le fait qu'on est moins de 10, il faudra aussi qu'il démontre que ça risquerait de me permettre d'identifier le salaire d'un autre salarié de mon service. Donc, on serait vraiment sur une double condition qui pourrait, là, par contre, changer pas mal de choses. Et c'est là où on craint un peu l'usine à gaz. D'accord. C'est vraiment les vrais salaires ou ce sont des fourchettes de salaire? Les salaires moyens. Voilà, c'est ça. Toujours les salaires moyens. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. J'espère que ça va tenir 1 heure. Comment adapter, nos offres d'emploi en tant qu'RH, hein, et nos processus de recrutement pour éviter tout risque de non-conformité? Très rapidement pour répondre, c'est là où il va falloir s'y mettre le plus tôt possible et pas attendre une potentielle transposition qui pourrait, ça se trouve, arriver plus vite que prévu. Donc, le plus rapidement possible, il va vraiment falloir cartographier les métiers qu'il y a dans l'entreprise afin de savoir, grosso modo, c'est nos fameux blocs de métiers. Nous, par exemple, juriste B2B, juriste B2C, juriste éditorial, au niveau commercial, etc., etc. Donc, vraiment cartographier les métiers pour pouvoir déjà prendre les devants sur les risques liés aux demandes des salariés qui demanderont ces fameux salaires moyens. Il va aussi falloir prendre l'habitude, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait très peu en France, c'est d'indiquer ces fameuses fourchettes de rémunération dans les offres d'emploi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout classique en France, mais de plus en plus d'entreprises s'y mettent. Il n'y a pas de honte, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression d'avoir un peu honte. Est-ce qu'on est bien placé par rapport aux autres ou non? euh, Ça posera pas forcément de problème parce que ça va vraiment devenir plus habituel. Ça évitera parfois aussi des candidats qui vont parfois beaucoup trop se surestimer. Et puis, il n'y a pas forcément de. On peut mettre des fourchettes larges si on a peur, notamment sur des activités qui pourraient être concurrentielles, si on a peur de donner trop d'informations sur les salaires moyens à l'embauche dans l'entreprise. Donc, tout ça, il va falloir prendre en compte le plus rapidement possible et prendre cette habitude de prévoir ces fourchettes. Après, il est sûr que si on dit 30, 35 000 euros, tous les candidats vont demander 35 000. Mais après, évidemment, il y a des possibilités de négociation après. Mais tout à l'heure, tu disais que c'était la moyenne. Alors dans les offres d'emploi, on met une fourchette? Ouais. Les offres d'emploi, on est sur une fourchette. D'accord. L'information des salariés, on est sur une moyenne. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Et alors dis-moi, les risques de contentieux, liés à cette nouvelle loi? Alors, les risques de contentieux, vous allez avoir deux types de contentieux à ce niveau-là. Le non-respect des obligations procédurales de ce projet de loi pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 1% de la masse salariale brute de l'entreprise. Donc, on est quand même sur des amendes assez importantes. On a aussi les diffuseurs des annonces qui pourraient engager leur responsabilité. C'est pour ça que vous allez voir dans les mois à venir de plus en plus de diffuseurs type Indeed qui vont rendre
même si certains l'ont déjà mis, mais la plupart des diffuseurs vont rendre obligatoire l'information de ces fourchettes de rémunération parce qu'ils vont commencer à prendre les devants. Leur responsabilité pourrait être engagée. Et il va surtout y avoir un risque au niveau des salariés, des risques prud'homaux. On va être essentiellement sur 2 points. Mmh. Le risque pénal, si jamais il y a une violation des règles concernant l'égalité professionnelle, on a des sanctions prévues. Et le projet de loi, le dernier projet de loi, vient aggraver ces sanctions parce que lorsque ces violations sont réitérées et se font à l'égard de plusieurs personnes, on sera sur une peine passible de 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ouais. L'amende pour l'entreprise, pour la personne morale, c'est toujours la peine d'amende prévue pour la personne physique, 2 ans, 7 500, multiplié par 5, vu qu'on ne peut pas mettre une société en prison. Ouais. Donc, la personne physique, c'est 2 ans de prison, 7 500 € d'amende. L'entreprise, c'est 7 500 fois 5. Il est évident que les procureurs vont plutôt viser la personne morale et pas les personnes physiques dans ces cas-là, sauf certains cas où il y aurait des abus importants. Mmh. Le principal risque reste quand même au niveau des salariés. Un salarié qui se rendrait compte qu'il serait très en deçà de la moyenne lorsqu'il fait sa demande et qui demanderait une régularisation de salaire qui, attention, pourrait être rétroactive, la prescription sur les salaires étant de 3 ans. Et c'est là où il faut faire très attention. On peut parfaitement avoir une différence de salaire qui peut s'expliquer et se justifier par des critères de performance, par un critère d'ancienneté. Tout ça peut venir justifier des écarts de salaire. Mais c'est là où on est très insistant sur le critère d'ancienneté qui est toujours à prendre avec des grosses pincettes. Déjà, est-ce qu'un critère d'ancienneté permettrait de passer du simple au quadruple? Ça, ce serait au juge du fond de le décider. Et Mmh. il faut faire très attention parce que c'est ce qui peut poser et ce qui inquiète beaucoup de nos clients, c'est lorsqu'il y a une prime d'ancienneté qui est déjà versée dans l'entreprise. Lorsqu'une prime d'ancienneté est versée dans l'entreprise, ça veut dire que Ah votre oui. ancienneté est déjà récompensée. Oui, Donc, d'accord. vous ne pouvez plus justifier l'écart de rémunération de par ce critère de l'ancienneté. Donc, on peut constater dans beaucoup d'entreprises où il y a des primes d'ancienneté que les augmentations générales viennent augmenter tous les salaires, mais n'augmentent pas les salaires à l'entrée parce qu'on ne les applique pas sur ces salaires à l'entrée, ce qui peut prévoir des écarts de salaire qui peuvent être Mmh. considérables à la longue. Donc, il faut faire très attention à ces écarts liés à l'ancienneté et c'est pour ça qu'il peut être très intéressant dès maintenant, dès maintenant, dès les prochaines NAO, s'il y en a, ou les prochaines augmentations, de réfléchir à viser les plus bas salaires lorsqu'on commence à se rendre compte qu'il y a quand même quelques écarts. Et il y a une notion d'écart justement, c'est quoi un écart raisonnable? C'est au juge de décider en cas de litige. D'accord. C'est tout le problème du mot raisonnable. Euh, eh ben, le mot raisonnable, ça veut tout et rien dire. Vous avez certains juges qui vont peut-être accepter un écart, je dirais pareil, 20 ans d'ancienneté, un salaire double. Il y en a d'autres qui diront, bah, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc c'est Ouais. vraiment la décision souveraine des juges du fond et vous êtes forcément sur quelque chose qui va être risqué dès lors que vous appuyez sur l'ancienneté. C'est toujours un petit peu délicat. Et j'en profite pour répondre à une question qui me fait rire Oui, de Diane. Est-ce oui. qu'il existe une amende pour l'État qui ne s'est pas mis en règle? Non. Non. Par contre, il est possible d'assigner l'État en responsabilité pour le défaut de transposition d'une directive. Ça, c'est parfaitement possible. Donc, on assigne l'État directement, c'est pas une amende. La dernière fois, tu nous as expliqué que c'était une directive et donc c'était la direction d'État dans le cadre Exactement, de c'est la cette loi. différence avec le règlement. La Et directive, elle voilà. n'est pas d'application directe. Elle donne la direction aux États. Vous avez un objectif à atteindre, vous vous débrouillez pour l'atteindre. On vous donne des choses et vous vous débrouillez, vous faites une autre transposition. Donc, ça n'est pas applicable directement. Donc, en tant que citoyen, on ne peut pas s'en prévaloir. Le règlement, par contre, est différent. Le règlement européen, lui, il Oui, s'applique. voilà. Et là, il n'y a pas le choix. C'est la différence entre le RGPD qui nous est tombé dessus et dont on a vraiment dû, répondre à l'ensemble des critères, où là, c'est plus une directive, donc c'est une direction. Tu vois? J'ai bien retenu, je Exactement. t'écoute avec attention. Les Hem, petits moyens mnémotechniques, toujours ouais, important. ouais, ouais. Avant de passer, à la partie 2 sur le temps de travail et les forfaits jours, je voulais vous parler de 2 documents qu'on a sur Jury Travail. La première, c'est la fiche express, sur justement dédiée à cette directive européenne. Là-dedans, vous trouverez toutes les informations précisément et puis tout ce que vous devez mettre en place directement dans l'entreprise. Marine va vous mettre le lien directement sur le chat, c'est déjà fait. Et ensuite, je voulais vous parler aussi du dossier, qui a été rédigé, je crois par, toi Kevin, mis à jour par toi, non?
Oui, je crois que quelqu'un est passé sur la mise à jour récemment. D'accord. Alors on a 15 juristes rédacteurs, donc des fois je mélange un peu sur qui et sur quoi, mais voilà. Donc sur ce dossier juridique et bah, vous allez, apprendre énormément de choses puisque vous voyez, il y a 37 fiches essentielles. Il y a des modèles de lettres qui vous permettent de gagner du temps et des fiches express, dont la fiche express sur la directrice transparence des salaires. Donc n'hésitez pas également à le télécharger. Vous y verrez plus clair. On va passer à la deuxième partie sur le temps de travail et les forfaits jours et là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Est-ce que tu peux me dire quels sont les principaux motifs qui remettent en cause la validité d'un forfait jour aujourd'hui? Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Pas tant qu'il y a eu des modifications, mais c'est toujours le même problème, les forfaits jours. La chose qui était censée simplifier, qui est un nid à ennui, depuis plusieurs années. Donc il faut faire très attention, parce que nous, c'est tous les jours, on a des clients qui se retrouvent confrontés à ce type de problématique. Les principaux motifs qui remettent en cause la validité d'un forfait jour, ça va être l'absence d'accord collectif, parce qu'on constate souvent dans des petites entreprises que des forfaits jours sont mis en place sans accord collectif derrière. Le cas le plus fréquent, c'est l'accord collectif qui n'est pas à jour. J'insiste toujours, lorsque votre accord collectif date d'avant 2015, il y a assez peu de chances qu'il soit à jour. Il y a eu des réformes depuis, notamment sur le suivi du temps de travail, qui doit être intégré soit directement dans l'accord, soit dans un document à part, qui viendrait combler au manque du forfait jour. Et donc, le troisième point, c'est l'absence, cette fameuse absence de suivi du temps de travail, suivi régulier du temps de travail. J'insiste pour les forfaits jours, c'est pas l'entretien annuel, c'est un entretien régulier avec le salarié sur lequel on remplit un document écrit, signé par les parties, pour voir combien de jours auront été travaillés, pour rappeler les obligations de repos aux salariés. Et tout ça, on le signe et on le conserve pour le laisser à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Donc, en cas de besoin, effectivement, si vous êtes abonné à notre site, n'hésitez pas, ou si vous ne l'êtes pas, vous avez la possibilité de les télécharger également. N'hésitez pas à récupérer ces documents en cas de besoin dans notre dossier sur le forfait jour. Je vous mets le lien dans le chat. Autrement, vous tapez forfait jour, jury travail dans un moteur de recherche. Faites très attention à cela parce que une remise en cause du forfait jour, ça coûte très cher. Ça coûte très cher derrière, et ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pas de spoil. Me fais pas rire quand je bois. Alors, dis-moi, J'ai comment fait exprès. l'employeur peut-il prouver de manière incontestable qu'il a respecté son obligation de suivi de la charge de travail? Est-ce que moi, par exemple, je le fais pas très régulièrement et donc régulièrement, mon employeur m'envoie: «N'oublie pas de renseigner ton fichier». Est-ce que les entretiens annuels, par ailleurs, peuvent suffire? En aucun cas. L'entretien annuel, c'est vraiment l'entretien pour faire un point, la charge de travail notamment. On peut rappeler certaines choses. Ce qui importe, c'est le suivi du temps de travail. Ça, c'est ce qui pêche la plupart du temps. Il faut être en capacité, de façon suffisamment régulière, de dire à combien est-ce qu'on en est. J'ai un forfait de 218 jours, à combien j'en suis aujourd'hui au mois d'avril. On ne peut pas le faire, par exemple, tous les 6 mois, parce que salarié devrait se souvenir, mais qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier? Ah, on est au mois de juin, c'est problématique. C'est vrai. Et en plus, la jurisprudence est très tatillonne là-dessus. Euh, il faut rappeler régulièrement aux salariés les respects des temps de repos. Même si le Code du travail, techniquement, est censé exclure les salariés en forfait jour d'un certain nombre de ces dispositions, la jurisprudence, elle, de son côté, rappelle régulièrement ces droits qui sont des droits qui sont au-dessus de la loi. Ce sont les respects des temps de repos liés notamment aux conventions internationales. Donc, un simple entretien annuel n'est en aucun cas suffisant. Ces entretiens pour faire le point sur le nombre de jours, il faut déjà que ce soit encadré par l'accord collectif. C'est obligatoire. Donc, il faut que votre accord dise on fait des entretiens mensuels, par exemple. Moi, quand j'avais rédigé le modèle de document RH qu'il y a dans notre dossier, je l'ai appelé document mensuel parce que tous les mois, ça me semblait bien. 2 mois, 3 mois, mais vraiment pas plus. Donc, il faut vraiment le remplir sérieusement, faire ce point de façon régulière avec le salarié et le signer. Et si ça n'est pas fait, eh ben, votre forfait jour peut être mis en cause. Donc, il faut que ce soit mentionné dans votre accord forfait jour. Nécessairement, votre accord doit dire clairement on fait cet entretien tous les mois, tous les 2 mois.
Et s'il ne le fait pas parce qu'il ne serait pas à jour, il est possible, via une décision unilatérale, si votre accord est trop ancien, de mettre en place cette décision unilatérale pour pallier à ces manques. Et dans cette décision unilatérale, on met clairement la fréquence de ces entretiens. Alors, je prends juste quelques questions. Il y a Morgane qui nous dit forfait jour, accord collectif ou convention collective. Là, tu viens de répondre, c'est un accord qu'il faut signer avec. Alors, au niveau du forfait jour derrière, c'est un accord collectif. La convention collective, c'est un accord de branche. Donc, Voilà, que ce soit un accord de branche ou un accord collectif, c'est bon. Vous faites bien d'accord. de poser la question parce que certaines conventions collectives peuvent être assez restreintes, hein. Par exemple, la Syntec, elle est très, au niveau des bureaux d'études où il y a énormément de forfaits jours, elle est très restrictive au niveau des forfaits en jour. Elle va l'autoriser que sur certains postes, certaines classifications, avec certaines majorations de salaire comme condition d'accès. On a le droit, depuis les ordonnances Macron, de déroger aux conventions collectives dès lors qu'on est sur ce qu'on appelle le bloc 3. Et ça, on est au niveau du bloc 3. Donc, on peut déroger via un accord collectif interne à l'entreprise à ce qui est prévu dans notre convention collective si elle est trop restrictive. Pour rappel, l'accord collectif, on le fait avec les syndicats, le délégué syndical s'il y en a un. À défaut, on peut le faire avec le CS. Si on n'a pas, on peut le passer en référendum d'entreprise directement lorsqu'on a moins de 20 salariés. Il y a Gwenaël aussi qui nous pose la question, est-ce que le fait d'ajouter dans le contrat de travail suffit ou on doit obligatoirement mettre un accord collectif? Aucun intérêt de le mettre dans le contrat de travail, ça doit être mis dans l'accord collectif ou si l'accord collectif est trop ancien, dans une décision unilatérale. Merci beaucoup, Kevin. Alors, je prends pas trop de questions parce qu'après, on va avoir nos vrais faux et j'ai envie de t'entendre pendant ce temps-là. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'erreurs qui coûtent cher en contentieux? Alors moi, j'en ai ciblé deux parce que c'est celles qu'on a au moins 2 ou 3 fois par semaine chez nos clients, notamment nos nouveaux clients. Euh, la convention qui n'est pas à jour et qui ne prévoit pas le droit à la déconnexion et surtout le suivi du temps de travail. Mhm. Et autrement, c'est l'absence de suivi, même quand il est prévu. C'est toujours les deux erreurs les plus courantes. La conséquence, c'est que votre convention de forfait jour est nulle. Alors, le terme nul, c'est vraiment pour viser la nullité, hein. Ça veut dire qu'elle n'existe plus, mais de façon aussi rétroactive. D'accord. Donc, ça veut dire que le salarié est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires s'il en a eu, et ce, durant le délai de prescription, c'est-à-dire sur les 3 dernières années. Et attention à cela, parce que la preuve des heures supplémentaires, elle ne nécessite pas une preuve, elle nécessite des éléments. Donc, imaginons que moi, je sois en forfait en jour, c'est pas le cas, mais imaginons, euh, j'ai envie de contester mon forfait jour avec jury travail en disant j'ai pas un suivi suffisant. Euh, on annule mon forfait et vous me payez les heures supplémentaires. Et là, vous voyez, j'ai noté mes heures que j'ai fait sur les 3 dernières années. Et ben, c'est à l'employeur de démontrer le contraire. Et D'accord. généralement, le suivi du temps de travail n'est pas fait. Donc, à ce niveau-là. Ben oui, Donc, oui. ça va être très compliqué. Donc, le risque, c'est un paiement d'heures supplémentaires sur les 3 dernières années et ça peut coûter extrêmement cher. D'accord. Là, on va revenir plutôt sur le temps de travail et plus spécifiquement en télétravail. J'ai une question pour toi sur le droit à la déconnexion. Quelles sont les obligations à ne pas négliger cette année et l'année prochaine? Effectivement, le télétravail qui est quand même quelque chose d'assez nouveau depuis la Covid. Donc, télétravail, droit à la déconnexion, la première des choses à vérifier, c'est l'accord collectif. Est-ce qu'on a un accord de branche, une convention collective? Est-ce qu'on a un accord collectif interne à l'entreprise? Je rappelle que le télétravail, sa mise en place, elle doit nécessairement passer d'abord par un accord collectif. À défaut, en cas d'échec des négociations ou d'absence de partenaires pour négocier, on passe par une charte. On privilégie plutôt la charte ou l'accord collectif au rien du tout, parce que quand il n'y a rien qui l'encadre, le Mmh. Code du travail n'encadre rien. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des inégalités de traitement avec d'autres salariés? Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème lié à l'indemnisation? C'est pour ça qu'on vous parle de télétravail aujourd'hui. C'est concernant l'indemnisation du télétravail. Techniquement, le frais professionnel est à la charge de l'employeur. Et le télétravail engendre des frais professionnels. Là, Oui. je suis chez moi, il y a une occupation du domicile, il y a l'électricité, il y a l'abonnement Internet, il y a l'assurance, parce que c'est mon assurance habitation qui couvre le matériel quand je suis en télétravail. C'est pour ça qu'on recommande toujours de demander une attestation d'assurance Oui. aux salariés qui sont en télétravail. Donc, ça engendre un coût.
Donc, ce coût, normalement, il doit être à la charge de l'employeur. En 2017, on a enlevé tout ce qui est obligation dans le télétravail, du code du travail, pour dire vous vous débrouillez en interne. Et beaucoup d'accords ne prévoient pas d'indemnité télétravail. Ça, c'est vrai. La dernière étude, je crois que c'est 60% des accords ne prévoient aucune indemnité. Sauf que la Cour de cassation a, je vais pas dire sous-entendu, a plus que sous-entendu que elle allait remettre en cause un petit peu tout cela. C'est La Cour de cassation fait rarement des revirements de jurisprudence surprise, hein. Elle alerte régulièrement. Par exemple, pour nos fameux congés payés arrêt maladie, elle alertait pendant 10 ans, hein, avant de D'accord. mettre les pieds dans le plat. Là, à ce niveau-là, elle alerte depuis un certain temps et je vous dirais pas que ça fait 2 ans que, on sait que les choses vont changer. Par une un petit changement de phrase dans un attendu de la Cour et elle a précisé que l'indemnisation doit avoir lieu lorsqu'aucun local professionnel n'est mis à disposition du salarié, ça c'était classique, mais c'est la suite qui importe, ou lorsqu'il est convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. Sauf que votre télétravail nécessite forcément un avenant. Eh oui. Donc, il doit forcément être convenu. Donc, on sait très bien que la Cour de cassation va imposer cette indemnisation. Et j'insiste, il faut faire très attention, la jurisprudence, elle est rétroactive. C'est pas comme une loi. Une loi, c'est un principe fondamental. L'article 2 du Code civil, elle ne dispose que pour l'avenir. Ouais. La jurisprudence, c'est pas le cas. Donc, on sait très bien que la Cour de cassation va opérer un revirement là-dessus et va rendre cette indemnisation obligatoire. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible, sachant que vous disposez d'une exonération de charges lorsqu'on donne une indemnité télétravail. Il vaut mieux mettre une indemnité télétravail totalement générale. On paye pas juste abonnement du salarié, abonnement Internet. On fait une indemnité générale qui va tout couvrir. Donc, on est, je crois, de mémoire, à 11 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, 22 euros pour 2 jours de télétravail par semaine, etc., etc., ou 2,70 € par jour de télétravail. Donc, tout ça, on le prévoit absolument dans un écrit, un accord ou une charte, au cas où, en cas de contrôle URSSAF, on puisse bien démontrer que ce mouvement financier entre l'employeur et le salarié est bien lié à l'indemnité de télétravail. Indemnité totalement exonérée de charges et d'impôts, donc il faut absolument y penser, peu importe que le télétravail soit une demande du salarié ou une demande de l'employeur. Oui, OK. Très clair. D'ailleurs, je vous ai mis le lien, Marine va vous le mettre dans le chat, mais du dossier qu'on a créé sur le télétravail qui est mis à jour très régulièrement, notamment du fait de ces nouveaux revirements. Et vous y trouverez justement une charte et puis un modèle pour le mettre en place. Donc, tu as répondu à la question de Mélodie qui dit si le travail n'est pas une obligation, est-ce que cette indemnisation doit également être mise en place? Oui, à partir du moment où la personne est en télétravail. Ce sera bientôt une obligation, c'est sous-entendu que ce sera une obligation. Je peux comprendre certains arguments qui disent mais ça fait des économies aux salariés, il n'a pas besoin de venir. Peu importe, ça on s'en fiche un peu que ça puisse lui faire des économies. Il y a un frais professionnel qui est engendré par le simple fait du télétravail, Mmh. d'où le fait que cette indemnisation n'est pas obligatoire dans la loi, mais attention, elle pourrait le devenir. Ouais, très clair. Merci beaucoup, Kevin. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on va passer à notre petite séance vrai-faux. Là, c'est moi qui vous pose des questions. Vous allez voir l'interface et pendant que vous répondez, je pose des questions à Kevin sur les questions que vous nous avez mises sur le chat. Donc, je lance le premier sondage, le premier vrai-faux. Et la question que je vous pose à vous qui nous écoutez, c'est un salarié en temps partiel thérapeutique peut être placé sous forfait jour? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors normalement, il y a un petit onglet, sondage qui s'est ouvert. Voilà, il y a quelques personnes qui ont commencé à répondre, c'est donc que ça marche et je vais reprendre les questions et notamment, sur le télétravail, il y a Emmanuel qui nous dit: «Mais quand c'est ponctuel, est-ce que je dois quand même indemniser le salarié?» La problématique du ponctuel, c'est que vous allez probablement pas avoir d'encadrement. Donc ça va être compliqué d'indemniser si vous n'avez pas d'encadrement en cas de contrôle URSSAF. Mais en théorie, même si c'est ponctuel, vous avez un frais professionnel qui se développe. On peut se dire, vous avez la possibilité, quand on est sur du ponctuel, de mettre une indemnité par jour de télétravail dont le montant maximum est fixé à Mmh. 2,70 € pour l'URSSAF. OK.
On est vraiment sur des montants maximum, hein, ça peut être moins, hein. Oui, oui. C'est que si vous voulez aller au-delà, il faudra le faire sur facture. Jusqu'à 2,70 €, l'URSSAF vous dit: «C'est conforme, je vous embête pas». Donc D'accord. ça, c'est possible, mais il faut absolument avoir quelque chose qui l'encadre en interne. Parce que sinon, l'agent de contrôle, l'URSSAF, peut toujours se dire: «Mais ça vient d'où? Moi, je vois pas où est-ce que vous ça apparaît où ces 2,70 €, donc je vous redresse». C'est à vous D'accord, de démontrer, vous êtes bénéficiaire de l'exonération, c'est à vous de me démontrer qu'elle est correctement utilisée. d'accord. Alors, je pense qu'on n'a pas été clair parce qu'on a eu 2 questions sur, est-ce qu'il y a indemnité ou pas obligatoire? Télétravail, que ce soit à la demande du salarié ou à la demande de l'employeur, c'est Ce sera l'indemnisation est probablement bientôt obligatoire en cas de revirement de la Cour de cassation. voilà, Le fait que ce soit la demande du salarié ne change rien sur la création du frais professionnel. voilà. C'est l'électricité payée par le salarié, l'assurance payée par le salarié, l'occupation du domicile du salarié, peu importe qu'il soit d'accord ou non. Ça, ce Mmh, côté volontaire ou pas, il faut pas se leurrer, ça n'apparaîtra pas. Et il n'y a pas d'accord. de montant minimum pour répondre à Solène en même temps. C'est vraiment que des montants maximum pour l'URSSAF. Après, si le montant est dérisoire, il est clair qu'un salarié pourrait obtenir des dédommagements devant les prud'hommes. Encore faudrait-il qu'il saisisse les prud'hommes pour ça. Alors, je vais fermer les votes. Merci beaucoup Kevin pour ces éclaircissements et vous êtes 57 à nous dire que c'est vrai. Normalement, vous voyez les résultats se publier sur la page et la réponse est Faux. Heu, le temps partiel est totalement incompatible avec le forfait jour. Le forfait jour réduit n'est pas un temps partiel. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Quand vous êtes sur un salarié qui est en temps partiel thérapeutique et qui est en forfait jour, il y a pas le choix. Il faut lui retirer le forfait jour et le faire passer sur un contrat horaire classique. très bien, merci beaucoup Kevin. Alors, deuxième question que je vous pose à vous qui nous écoutez sur les jours de congés supplémentaires. Donc, les jours de congés supplémentaires réduisent automatiquement le nombre de jours travaillés dans le forfait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est bon, vous avez commencé à répondre, c'est parfait. Alors, je le rappelle, hein, on ne répond pas aux questions des particuliers. Je vous invite à soit aller sur jurytravail.com pour y trouver les informations, soit appeler directement un de nos avocats partenaires. Ici, on est vraiment sur l'accompagnement juridique des RH, des TPE et des PME. Alors, je reprends parce qu'il y avait des questions que j'avais loupées sur le forfait. C'était où alors? Ça, on en a un. Comment fait-on pour faire un suivi du temps de travail? C'est Sandrine qui nous demande ça. Comment fait-on pour faire un suivi du temps de travail si le salarié ne fait pas de reporting? Il est obligé de le faire si l'employeur C'est le lui ça, demande. Sinon, c'est c'est de ça. l'insubordination et on est sur un Voilà, comportement fautif. voilà. Donc il faut Heu, vraiment que je fasse ça, moi. ouais, alors il y a un principe en droit, c'est nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si on commet une faute, on ne peut pas s'en prévaloir d'un droit qui en serait créé. Donc, c'est délicat pour un alors il pourrait toujours tenter, hein, ça pourrait passer devant les juges. Je rappelle, au prud'homme, il n'y a pas de magistrat professionnel. Mais techniquement, si le salarié se met volontairement dans cette situation, il peut difficilement demander, satisfaction devant le tribunal. Très bien, merci beaucoup Kevin. Je vais fermer les votes puisque vous êtes 58 à nous dire que c'est vrai et là, pour cette fois, je crois que vous avez raison. Exactement, il faut faire très attention à ça parce qu'on oublie souvent les congés supplémentaires, notamment dans la convention collective. Ça vient réduire le nombre de jours du forfait. Et ça, faut faire très attention parce que sinon, ça va poser problème. Donc, vous avez un forfait de 218 jours, vous êtes sous la Syntec. Dans la Syntec, par exemple, on a un jour de congé ancienneté au bout de 5 ans. Ouais, Et ben, mon forfait jour passe à 217 dans ces cas-là. OK. Merci beaucoup Kevin. J'ouvre une troisième question sur l'entretien annuel. Est-ce qu'il suffit à démontrer le suivi de la charge de travail? Si vous avez bien écouté Kevin, vous avez la réponse puisqu'il en a parlé tout à l'heure. Et je regarde, alors il y a Faustine qui nous demande si le salarié est tout le temps en télétravail, est-ce que le montant max est de 11 €? Non, là, le montant max, il sera de 11,5. Ça marche. Donc 55 €, 55 € maximum s'il est 5 jours par semaine en télétravail. Très clair, merci beaucoup. Alors je vois qu'il est déjà 14h38 et on est qu'à la partie 2. Je vais fermer les votes rapidement et puisque vous êtes 97 à nous dire que c'est faux et donc vous avez bien écouté Vous nous Kevin. avez écoutés. Super, on revient pas dessus. Dernière question. Un accord collectif peut prévoir des conditions d'accès au forfait jour différentes de celles de la convention collective.
Et donc, j'ai une question pour toi, Kevin. Est-ce que le suivi régulier du nombre de jours d'un cadre en forfait jour peut figurer sur la fiche de paye? Est-ce que c'est utile? Non, Oui, moi, je ne l'ai pas sur ma fiche de paye, hein. Et ça n'a donc pas un y état apparaître. Sur votre feuille de paie, vous avez le montant global du nombre de jours à faire, il y a ouais, rien de plus. On ne rajoute pas trop de choses sur la feuille de paie parce qu'attention, ces feuilles de paie, elles peuvent être utilisées pour acquérir certains droits ou pour aller dans la banque ou autre. Donc on n'y met pas trop d'informations dessus, hein. On met le minimum. et est-ce qu'un état mensuel des jours travaillés signé par le salarié suffit? Enfin, moi, dans mon cas, on signe pas, quoi. On remplit le fichier et puis il y a pas besoin de signature ou de Il est preuve mieux de le finalement? signer Ah pour, oui, mettre l'accord, signé par 2 parties, le salarié et un manager ou d'accord, l'employeur, pour bien montrer qu'on est d'accord sur ce qui a été fait. très clair. Alors, je vais fermer et vous êtes 96 à nous dire que c'est vrai et vous avez raison également. Vous avez raison, profitez systématiquement de ces possibilités de déroger aux accords collectifs depuis les ordonnances Macron. D'ailleurs qu'on est sur le bloc 3. Les forfaits en jour sont souvent très encadrés dans un certain nombre de conventions, voire sont pas assez encadrés et la convention n'est plus valable. Attention à la surprise cour de cassation qui du jour au lendemain vous dit ben, cette convention n'est plus valable. Oui, oui. Ça peut arriver, parfois, on a régulièrement le cas où la Cour de cassation va invalider des pans entiers des accords de branche sur les forfaits jours. D'accord. Merci beaucoup, Kevin. On va passer avant de passer à la 3e partie sur les arrêts maladie, bah, voilà, pour vous dire qu'on a aussi un dossier, hein, sur Jury Travail, sur la mise en place des forfaits heures, des forfaits jours. Pour répondre à la question: «Est-ce qu'il faut faire un avenant?» Vous trouverez, les informations dans ce dossier. Je vous invite à le télécharger également ou à vous abonner puisque vous aurez accès à l'ensemble des dossiers, dont on vous parle aujourd'hui. On va passer à la 3e partie sur les arrêts maladie, la santé des salariés et les congés. Vous allez voir que pardon, il y a encore pas mal de changements ici aussi, notamment sur l'acquisition des congés pendant les arrêts maladie. Alors, gros pataquès l'année dernière, où en est-on maintenant? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aura jamais le temps. Donc, n'oubliez pas, il y a une web conférence aussi qui a été faite Oui, sur les arrêts maladie et congés payés. N'hésitez pas à aller la voir. Là, on voit surtout les nouveautés depuis. Il y a eu quelques nouveautés de jurisprudence qui sont venues apporter des précisions sur ce point. La première, c'est la comparaison avec le côté conventionnel. Pourquoi? Parce que vous avez des conventions collectives qui pouvaient prévoir quelque chose déjà. Donc, il faut comparer systématiquement qu'est-ce qui est plus favorable entre la loi et la convention collective. Principe de faveur. Donc, on a eu la Cour de cassation qui a précisé, il y avait une convention collective qui prévoyait, par exemple, 2,5 jours de congé par mois de travail effectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi congé payé arrêt maladie, elle prévoit 2 jours ah oui, et elle transforme cet arrêt maladie en temps de travail effectif. Donc, si la convention collective dit 2,5 jours de congé par mois de travail effectif, est-ce que c'est plus favorable ou pas? C'est toute la question qui a été posée à la Cour. Et la Cour a dit non. d'accord. Euh, pour être plus favorable, la convention doit accorder plus de 2 jours de congé par mois et assimiler explicitement la maladie non professionnelle au travail effectif. Par exemple, dans la convention Syntec va clairement assimiler le temps de travail, l'arrêt maladie à du temps de travail effectif pour les congés payés pendant un certain temps. Donc, c'est parce qu'elle explicite très clairement que là, dans notre cas, la Syntec sera meilleure que la loi. Mais D'accord, si elle ne l'explicite pas clairement, on applique la loi. d'accord. Donc ça, c'est la première jurisprudence qui est sortie. La deuxième a peut-être moins d'importance. La loi vous dit, vous cumulez non pas 30 jours de congé par an en cas d'arrêt maladie, mais 24. Et la question s'est posée, est-ce qu'on doit prendre en compte les congés reportés dans ces 24? La Cour de cassation a dit non. Donc ça, OK. c'est pas forcément quelque chose de très étonnant. Ce qui importe, c'est surtout la méthode de comparaison, hein. Très clair, merci beaucoup. D'ailleurs, on a aussi un dossier parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de cette nouvelle loi. Marine vous met le lien si ça vous intéresse. Alors, dis-moi, quelles sont les erreurs de calcul ou de suivi sur l'acquisition des congés qui existent le plus dans un service RH pendant un arrêt maladie? Eh ben, c'est la question qui a été que la Cour de cassation a tranchée, c'est cette fameuse comparaison. D'accord. Alors, on a beaucoup d'erreurs où parfois il y a trop de jours qui sont donnés. Il y a les reports qui sont faits ad vitam aeternam. Je rappelle que il y a des règles de report des congés payés. S'ils ne sont pas pris et ne peuvent pas être pris pour cause d'arrêt maladie, ils sont reportés, mais pas éternellement. Il y a un délai maximal qui dépend d'énormément de choses, notamment est-ce que le salarié revient
pendant la période de référence ou après, c'est 15 mois à partir de son retour s'il revient pendant la période de référence. S'il revient après, c'est 15 mois à partir de la fin de la période de référence. C'est assez complexe, hein. Oui, On je a me souviens, encore on avait beaucoup fait de un gens qui nous appellent schéma, régulièrement ouais, ouais. là-dessus. Ouais. Vous tapez pareil, arrêt maladie, congé, payé sur, et suivi de jury de travail sur votre moteur de recherche pour avoir les règles vraiment, de ces règles de 15 mois. Je vais pas forcément revenir dessus. Mais c'est la plus grosse erreur, c'est cet oubli au niveau des reports et cette absence de vérification au niveau de la convention collective. Est-ce qu'elle est plus favorable ou non? La Cour de cassation, justement, nous a tranché sur cette règle parce que ça a longtemps posé problème. Donc, on vérifie toujours la convention collective. Est-ce qu'elle prévoit pas une accumulation de 2,5 jours par mois en cas de maladie? Mmh. Si c'est pas le cas, ce sera 2 jours. Merci beaucoup, Kevin. Je vous ai mis le lien, hein, de l'actu et Marine vous mettra le lien du dossier, correspondant. La jurisprudence, alors, a récemment évolué concernant les visites de reprise. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces changements? Ouais, alors ça, je vais vraiment insister là-dessus parce que malheureusement, cet arrêt a été très peu commenté, alors que c'est quand même une bombe dans un certain nombre de secteurs d'activité. Mmh. Heu, Au niveau de nos visites de reprise, la loi est claire. Visite de reprise obligatoire au bout de 60 jours pour une maladie classique ou 30 jours en cas, d'accident de travail, maladie professionnelle. Sauf qu'il y a tout un tas de conventions collectives qui ont une très mauvaise habitude, c'est qu'elles font un copier-coller de la loi. Même en le disant clairement. On a, par exemple, notre convention de la propreté qui dit, parce qu'elle est très ancienne là-dessus, la visite conformément à la loi, la visite de reprise se fait au bout de 21 jours d'absence, Oui. conformément à la loi. La loi a changé. Sauf que la Cour de cassation a dit, eh bien non, Ouais, non, peu importe ce qu'elle dit, on applique la convention collective. Donc vous avez tout un tas de branches d'accord. d'activité où il faut revoir entièrement les pratiques concernant les visites de reprise. Et il faut absolument maintenant vérifier la convention collective, voir si elle ne prévoit pas autre chose. Par exemple, vous avez la convention HCR, hôtel, café, restaurant, c'est 30 jours. Donc, D'accord. le salarié absent au-delà de 30 jours dans la HCR doit avoir sa visite de reprise. Service à la personne, c'est 3 semaines. Restauration rapide, 21 jours. Pompe funèbre, 3 semaines. Les centres de gestion agréés, parce que je sais que beaucoup nous suivent, c'est 21 jours pour un arrêt non professionnel, 8 jours pour un accident du travail. La propreté, c'est pareil. 3 semaines pour un arrêt non professionnel, 8 jours pour un accident du travail. Donc, il faut faire très attention parce qu'en fait, quel est le problème derrière? On est dans la propreté. Mon salarié a 1 mois d'arrêt maladie, il revient pas. Et je le revois jamais. Au bout d'un mois, eh ben, je le licencie. Je le licencie pour faute grave pour abandon de poste. Parce que je passe par le licenciement. Mais au pire, je pourrais passer par la présomption de démission. Peu importe. Mon salarié, ex-salarié maintenant, saisit les prud'hommes. Et il va dire, vous ne pouviez pas le faire parce que de toute façon, je ne pouvais pas reprendre le travail. Vous m'aviez pas organisé ma visite de reprise, Mmh. qui est obligatoire. Donc en fait, l'absence n'était pas injustifiée, elle était justifiée. Mmh. Et donc là, dans ce cas-là, l'employeur va être condamné à verser les salaires qui étaient dus entre la fin de l'arrêt maladie et le licenciement, à verser le préavis, à verser les indemnités de licenciement et à verser les indemnités de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse. Donc il faut faire très attention parce que cette jurisprudence, elle va poser beaucoup de problèmes dans certains secteurs, et je pense notamment au secteur HCR et propreté, où on voit souvent ces absences de retour, ou service à la personne aussi, on voit souvent des absences de retour du salarié après des arrêts maladie. C'est assez fréquent et donc ça va faire beaucoup de dégâts, je pense, à l'avenir. Donc faites Mmh. très attention à vérifier systématiquement votre convention collective, voir s'il n'y a pas une autre durée. Si vous avez un doute, vous êtes abonné, vous nous passez un coup de téléphone, on ira voir pour vous. Oui, et puis on a aussi des synthèses des conventions collectives qui sont rédigées eux aussi par nos juristes et qui ont été mis à jour, hein, suite à cette, jurisprudence, et donc vous retrouverez à chaque fois une fiche explicative qui explique vraiment, comme vient de le faire Kevin, point par point, combien de jours et puis, tout ce qui concerne les visites de reprise. Donc n'hésitez pas, je peux Très pas vous important mettre les ces liens visites parce de qu'il y en a reprise, hein. beaucoup, ouais. Exactement. Puis j'insiste, hein, parce que pour répondre à Mélanie en même temps, oui, même si la CCN fait expressément référence à la loi, c'était le cas de la propreté, peu importe. Mmh. Alors, question suivante. On parle d'obligation. Ah oui, on part sur la partie santé mentale et risques psychosociaux. Pareil, on a fait une webconférence il y a pas si longtemps sur les RPS. Si vous avez du temps, n'hésitez pas à la réécouter. Alors là, la question que je voulais te poser, c'est sur les obligations renforcées
en matière de santé mentale. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le dirigeant, notamment concernant sa responsabilité civile et pénale? Alors là, on n'est pas sur une modification récente, mais c'est surtout un rappel parce que les risques RPS se développent énormément et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, au vu, de comment ça se passe dans notre société. On a 2 points. La responsabilité civile, c'est cette fameuse obligation de moyens dite renforcée. On n'est plus sur une obligation de résultat. Obligation de résultat, s'il y a un problème, l'employeur est responsable, peu importe ce qu'il dit. L'obligation de moyens, c'est s'il y a un problème, on n'est pas responsable si on démontre qu'on a fait tout pour que le problème n'arrive pas. L'obligation de moyens renforcée, qui est celle qui repose sur l'employeur, c'est cette obligation de moyens, mais renforcée. Donc, il va vraiment falloir apporter des preuves qu'on est complètement blanc dans cette histoire. Mmh. Et au niveau de la responsabilité pénale, pas de changement. Ces problématiques ne sont pas ce qu'on appelle un fait justificatif. Un fait justificatif, c'est ce qui permet de commettre une infraction sans être pénalisé derrière, hein. C'est l'ordre de la loi, commandement de l'autorité légitime ou la légitime défense. Donc, si vous devez commettre un excès de vitesse pour sauver quelqu'un, c'est la loi qui vous l'impose, donc on ne peut pas vous le reprocher. Donc là, il n'y a pas de fait justificatif, donc au niveau de la responsabilité pénale du dirigeant, elle sera forcément engagée D'accord. en cas de problème. Quoi, forcément, en cas de problème grave, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Heu, autre question, toujours sur les RPS. Face à l'augmentation des burn-out et de l'anxiété professionnelle, comment devons-nous mettre à jour le DUERP d'ici la fin de l'année? Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des problématiques. Donc, il faut vraiment, en fait, prendre le DURP au sérieux. Là aussi, on a fait une webconférence, hein, je précise, Ouais. on apporte quelques tips, hein, on n'est pas vraiment sur le fond des dossiers. Donc, vraiment, au niveau de notre DURP, il faut le revoir sur les risques RPS lorsque ça n'est pas déjà fait. Et on a essentiellement cinq choses à vérifier. C'est les intensités et temps de travail, lorsqu'on est sur des surcharges chroniques, des objectifs extrêmement importants, une culture d'hyperconnexion dans certaines entreprises, on l'intègre. Bon, je ne suis pas un bon exemple, mais c'est par exemple l'application Outlook ou Gmail sur le téléphone, où ça arrive un peu trop fréquemment. Il faut encadrer ce genre de choses. L'intensité et le temps de travail, c'est quelque chose, beaucoup de nouvelles entreprises se construisent là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire assez attention. Les exigences émotionnelles, lorsque vous êtes face à un contact avec le public, il faut nécessairement que ce soit intégré dans le DURP parce que c'est un risque professionnel. Le manque d'autonomie, lorsque vous avez des marges de manœuvre réduites, des procédures trop rigides, la dégradation des rapports sociaux, lorsqu'on se rend compte effectivement que il y a des conflits qui ne sont pas régulés. Et les conflits de valeurs, lorsque les valeurs de la société ne correspondent plus du tout aux valeurs du salarié. Donc, on est vraiment sur ces 5 axes qui doivent vraiment être pris en compte. Intensité du travail, exigence émotionnelle, manque d'autonomie, dégradation des rapports sociaux, conflit de valeurs. C'est vraiment nos 5 axes qui sont la base des RPS et qui doivent nécessiter des actions de prévention. Donc, je vous ai donné, ça va être la charte à déconnexion, par exemple, Mmh. pour nos problématiques de temps de travail. Dire aux salariés, bon, l'application sur le téléphone portable, c'est pas vraiment nécessaire. Vous avez un ordinateur professionnel, vous vous limitez à cela. Euh, on a la prévention secondaire, hein, qui va être par exemple d'outiller les salariés, de former les managers, ou de prendre en charge directement la crise lorsqu'une crise survient sur le lieu de travail. Mmh. Et j'en profite, alors c'est pas lié à la santé mentale, mais c'est lié à la santé tout court. Là, en ce moment, on est dans une grosse période de canicule qui va encore durer, plusieurs jours. Le DUERP est aussi important à mettre à jour en ce moment. Oui, et vous devez justement, normalement, dans votre DURP, avoir des choses à faire en fonction de l'alerte émise par Météo France. En Voilà. fonction de l'alerte jaune, orange, Orange voire ou rouge. rouge, dans les pires des cas. Ça va se multiplier, donc il faut vraiment l'encadrer. Ouais. Vous pouvez, hein, télécharger directement un modèle de DURP sur le site ou encore plus facile, on peut vous en envoyer un et dans ce cas-là, en fait, vous renseignez directement le modèle en papier et vous l'avez toujours avec vous. C'est aussi très simple. Marine va vous mettre les liens directement dans le chat si ça vous intéresse. Là, le DER DURP entre les risques pour la santé, mentale et les risques pour la santé physique, c'est pas négligeable, hein, pour l'employeur. Parenthèse terminée. Burn-out, surcharge de travail ou harcèlement, quels sont les signaux que l'employeur ne peut plus ignorer maintenant?
Alors là, on va voir essentiellement certains signaux où il faut faire très attention. Je vois l'heure qui passe, je vais accélérer. J'ai dit que je ne serais pas trop bavard, je me suis trompé. Je t'avais prévenu, hein. Exactement. Donc, on va essentiellement voir quatre gros clignotants, hein. L'augmentation des taux d'absentéisme, surtout sur les arrêts courts ou répétés, la hausse du turnover, l'explosion du nombre des compteurs d'heures supplémentaires et les retours de la médecine du travail sont les 4 points à vérifier systématiquement. Mais dès lors qu'on a un gros turnover ou un taux d'absentéisme important, c'est généralement qu'il y a un problème. Il y a Philippe qui nous dit mais quid des RPS avec la transparence salariale pour les RH dont on a parlé en début de webconférence. C'est vrai que ça s'arrachait les cheveux quand même. Hein. Alors, je vous rassure, je vais encore plus vous déprimer tout à l'heure. Alors, on va changer de sujet maintenant. On va parler congé de naissance. Et congé de naissance, quelles sont les nouvelles règles applicables au 1er juillet 2026? Alors, notre congé de naissance, effectivement, qui était censé remplacer le congé de présence parentale Ouais. en étant plus court mais mieux indemnisé, le fameux en même temps. À l'heure actuelle, le congé de présence parentale n'est pas supprimé, hein, je tiens à Ouais. préciser. Ouais. Il finira par l'être, j'imagine, un jour, mais il ne l'est pas dans l'immédiat. Donc, on a ces deux congés qui coexistent. Notre congé de naissance, c'est pour les enfants nés depuis le 1er juillet 2026. Il doit être pris dans les 9 mois qui suivent la naissance. Petite parenthèse, vu qu'il est rétroactif, les parents des enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 peuvent prendre leur congé de naissance jusqu'en avril 2027. Ils ont encore Ok. un peu de temps pour le prendre. Donc sinon, la règle, c'est à partir du 1er janvier 2026, le congé de naissance peut être pris pour une durée d'un ou 2 mois, pardon, par les deux parents, simultanément ou en alternance. Et on peut le prendre en une fois ou le fractionner en 2 périodes d'1 mois. Donc, on va avoir une indemnisation qui est meilleure. Le salarié touchera 70% de son net le premier mois, 60% du net le deuxième mois, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale qui actuellement est à 4 500 euros. Euh, vous embêtez pas à vérifier la convention collective à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore d'accord qui sont étendus là-dessus. Mais effectivement, il y a des branches qui sont en train de négocier. Il pourrait y avoir un maintien de salaire prévu par des branches à l'avenir. Je précise, votre convention collective, tant qu'elle n'est pas étendue, elle n'est applicable qu'aux employeurs membres de la fédération patronale signataire. Si on n'est pas membre de la fédération patronale signataire, il faut attendre l'arrêté d'extension afin d'être obligé de l'appliquer. On peut appliquer volontairement, mais l'obligation, c'est vraiment l'extension. Donc, on va vraiment être sur 70% le premier mois, 60% le deuxième mois. Donc, les décrets ont été publiés. Il n'y a plus de soucis. Il y a eu 3 décrets. C'est un peu le bazar parce qu'ils ont mis ça dans 3 décrets. Il y en a 2 qui ne disent pas grand-chose et un qui dit tout. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu. Parfois, vous pouvez chercher les décrets, vous ne tombez pas sur le bon. Donc, on est vraiment sur un congé qui doit obligatoirement débuter dans un délai de 9 mois suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption. Et le salarié doit informer l'employeur des dates et de la durée au moins un mois avant le début du congé de naissance. Ce délai étant réduit à 15 jours si ce congé de naissance fait immédiatement suite au congé paternité ou maternité. Donc, 1 ou 2 mois pour le congé de naissance, payé 70 premier mois, 60% le deuxième mois, par la sécurité sociale, hein, pas par l'employeur. Et délai de prévenance pour informer l'employeur, un mois avant le début du congé, des mois réduits à 15 jours si on est directement à la suite du congé maternité ou paternité. D'accord. Je vous mets les décrets directement dans le les retrouver. On va passer à la quatrième partie sur l'apprentissage, parce que là aussi, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les aides qui existent encore aujourd'hui? Ça a beaucoup changé en début d'année. Alors, l'aide unique, elle est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour un apprenti qui passe un diplôme de niveau 3 ou 4. Donc 3 et 4, c'est le BEP, CAP, Bac Pro. D'accord, Et jusqu'au niveau 5, les Bac plus 2 pour les territoires d'outre-mer. Cette d'accord. aide étant octroyée la première année d'exécution du contrat. Donc elle est de 5 000 euros maximum et pouvant être portée à 6 000 euros si l'apprenti est en situation de handicap. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide unique.
Et vous avez l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti, qui, elle, est valable pour tous les contrats conclus entre le 8 mars 2026 et le 1er janvier 2027, et qui est applicable à tous les diplômes préparant jusqu'au niveau master, donc le niveau 7 de la certification professionnelle. Donc, elle est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés, sans aucune condition. Et pour les plus de 250 salariés, c'est que si elles s'engagent à atteindre un certain seuil de contrat d'alternance ou de contrat favorisant l'insertion professionnelle, type contrat de professionnalisation, où il y a tout un tas de types de contrats pour l'insertion professionnelle. Donc, son montant, il est dégressif en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Donc, c'est 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour les 250 salariés plus. Les chiffres que je vous donne dépendent du niveau d'études. Alors, ça, c'est long, mais ça, vous pouvez le taper sur Internet. Hein. Donc, c'est 4 500 € moins de 250 salariés si on est sur un niveau Bac plus 2 maximum. Si on est sur le même nombre de salariés, mais niveau Bac plus 3 ou plus, ça descend à 2 000 €, etc., etc. Donc, vous avez en fait différents montants qui sont possibles. En cas de besoin, vous avez un site qui s'appelle Les Aides, les-aides, qui permettent de vous faire la compilation de toutes les aides qui existent dans votre branche et en fonction de votre ville, parce que vous avez aussi des aides locales. Vous tapez Les Aides sur Internet. C'est fait par une chambre de commerce, je crois, celle de Paris, qui est plutôt bien. Donc, il y a des aides. Profitez-en, parce qu'elles Oui, vont pas durer longtemps. oui, oui, bah, c'est ça, ouais, ouais. Ça, on va pas se mentir, ça fait partie des choses qui vont être encore plus réduites. OK. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors de la conclusion, d'un contrat d'apprentissage? Alors moi, pour avoir regardé les erreurs les plus fréquentes faites, en tout cas par nos clients, ce qu'on peut distinguer, c'est essentiellement trois erreurs. 2 erreurs. La troisième, on la voit plus trop maintenant, c'était sur le cas l'an dernier. C'est l'oubli d'anniversaire. On oublie l'anniversaire du salarié et donc la revalorisation du salaire minimum. L'oubli de la convention collective. Souvent, les employeurs vont voir et puis ils ne vont pas revoir régulièrement. Il peut y avoir eu une modification auquel on ne serait pas rendu compte. Pour ça, pour nos abonnés, surtout n'hésitez pas à activer l'alerte des conventions collectives Oui. pour être vraiment informé quand il y a ces nouveautés. Et ce qu'on voit plus trop, c'est les problématiques liées aux exonérations de charges, parce qu'effectivement, au 1er mars 2025, l'exonération de charges a été diminuée, parce que les apprentis qui touchent plus de 50% du SMIC sont soumis à des cotisations auxquelles ils n'étaient pas soumis précédemment. Mais ça, on ne le voit plus trop aujourd'hui. Merci beaucoup, Kevin. J'avance. Puis-je recruter un apprenti étranger? Oui, alors la question est importante parce qu'elle revient régulièrement. Vous avez un apprenti qui se présente avec un titre étudiant, notre titre de séjour étudiant qui permet de travailler que 60% de la durée légale du travail, c'est-à-dire 964 heures par an. Vous voulez le recruter en tant qu'apprenti, mais vous allez être sur un contrat 35 heures. Est-ce que ça pose problème? Non. La simple validation de votre contrat d'apprentissage par votre co vaut autorisation de travail pour toute la durée du contrat. Donc, il n'y a D'accord. pas de démarche autre que la vérification du titre par mail auprès de votre préfecture. Et quelles sont, les règles qui encadrent, la rupture d'un contrat d'apprentissage? Alors là, on en parle parce qu'il y a une petite innovation de la Cour de cassation sur ce point. On est sur les mêmes règles classiques, hein, les cas de rupture classiques, c'est-à-dire la force majeure, la faute grave, l'inaptitude ou le décès de l'employeur, au-delà des 45 premiers jours. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que il y a un nouveau mode de rupture qui a été créé par la jurisprudence récemment, dans un arrêt du 15 avril dernier. Il y a quelqu'un qui a tenté ce qu'on appelle une prise d'acte. Pour un contrat d'apprentissage, la prise d'acte, c'est ou la résolution judiciaire, c'est lorsque l'employeur commet une faute grave et on Mmh. demande au juge de faire rompre le contrat, Mmh. auteur exclusif de l'employeur, ce qui entraîne les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de D'accord. victoire. En Oui, cas de oui. défaite, la prise d'acte vaut démission à effet immédiat, et en cas de résolution judiciaire, ça revient à rien. En cas de défaite, le salarié reprend son poste. D'accord. Quelqu'un a tenté la prise d'acte pour un contrat d'apprentissage et la Cour de cassation a dit niet, la prise d'acte n'est pas prévue dans les cas de
d'apprentissage. Oui. Par contre, elle a créé un nouveau mode de rupture, ce qu'on appelle un mode de rupture sui generis. C'est mon côté latin. Ouais. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très similaire à la prise d'acte, mais c'est pas une prise d'acte. C'est une rupture pour faute grave de la part de l'employeur. Mais ça s'appelle pas prise d'acte, mais c'est un peu la même chose. Donc, dès lors que l'employeur commet une faute grave vis-à-vis de l'apprenti peut faire euh, mettre fin à son contrat auprès du juge, non-respect des temps de repos, non-paiement du salaire, non-paiement des heures supplémentaires, harcèlement, etc., etc. Donc, c'est pour ça que vous voulez vous en parler. Il y a ce nouveau motif de rupture. Donc, un apprenti peut saisir le juge pour faire rompre le contrat à cause d'une faute grave de l'employeur. D'accord, merci beaucoup Kevin et je vous invite aussi à télécharger le dossier dédié au contrat d'apprentissage sur Jury Travail. Et avant ça, j'ai envie de te poser une dernière question. Est-ce que l'apprentissage reste financièrement intéressant cette année et qu'en penses-tu pour l'année prochaine? On fait un peu de prospection. Ouais. Alors, cette année reste intéressant, il y a malgré tout des aides. Après, il faut pas voir l'apprentissage que sur l'angle des aides. C'est aussi un très bon outil de recrutement interne. Le recrutement a un coût C'est vrai, et ça permet d'avoir quelqu'un qu'on a formé et qu'on intègre très rapidement dans l'entreprise. c'est Donc, vrai. aide ou pas aide, c'est toujours intéressant l'apprentissage. Après, effectivement, les finances publiques se portent pas très bien. On va pas faire de dessin là-dessus. Il y a une récession au premier trimestre, donc les recettes vont diminuer. Il y a de l'inflation, donc les dépenses vont augmenter. Les économies s'estiment à plus de, je crois, c'est 13 ou 15 milliards supplémentaires à trouver par rapport à ce qu'il fallait déjà trouver. Donc, vu qu'on est dans une année de présidentielle, ce qui va sauter, c'est ce qui se voit pas, Oui, oui. très probablement. Donc, je pense qu'au niveau de l'apprentissage, il va encore y avoir pas mal de restrictions et sur pas mal d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Donc, l'apprentissage, il faut en profiter cette année. Il est évident qu'à partir de l'an prochain, il y aura probablement pour les petites entreprises, moins de 50 salariés, probablement pas grand-chose va changer. Par contre, pour les autres, il va probablement y avoir des changements. Et je pense notamment à la grande distribution s'en sort très bien parce que il y a beaucoup d'abus dans certains secteurs de la grande distribution liés notamment à des apprentissages et des CFA privés qui sont mis en place pour des postes qui, jusqu'à présent, nécessitaient 2 semaines de formation avec une intégration directe derrière. D'accord. Donc là, il y a des abus importants qui se sont faits dans certaines enseignes et qui sont passés sous viseur pour le moment, mais ça va peut-être pas durer. D'accord, merci beaucoup Kevin. Alors on avance, hein, qu'est-ce qui est 15h06. Sur la rupture amiable du contrat d'apprentissage, je vous invite à télécharger le dossier ou à trouver des Pas de informations changement hein, pour la directement rupture non, mais il amiable. n'y a pas de changement, voilà. On va passer à la partie 5 sur la partage de la valeur, la PPV ou prime Macron dans son ancien temps. Donc entre PPV, intéressement et participation, quelles sont les règles fiscales et sociales en vigueur cette année? Alors, concernant l'intéressement en participation, pas de nouveauté. Participation obligatoire à partir de 50 salariés. Intéressement au libre choix de l'employeur, sachant que vos branches professionnelles peuvent avoir négocié des accords d'intéressement directement applicables dans votre entreprise, mais ce n'est pas une obligation. C'est vraiment un libre choix. Donc, participation, intéressement, je rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas ça qui nous intéressait énormément. Il n'y a pas de changement. Je parle surtout de la PPV, notre fameuse prime Macron. Donc, on a les exonérations de cotisations CSG-CRDS, ça n'existe plus. On avait surtout un régime fiscal de faveur dans les entreprises de moins de 50 salariés qui est valable jusqu'au 31 décembre 2026. Oui. Donc, pour cette PPV, c'est très intéressant dans les entreprises de moins de 50 où vous n'avez pas justement ce type de partage de la valeur. Donc, il y a un régime de faveur qui était réservé pour ces entreprises de moins de 50 où il y avait une exonération fiscale. Elle est maintenue jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous êtes à moins de 50 salariés et que vous l'envisagez, il faut en profiter parce que c'est pas du tout certain que ce soit renouvelé. Et je me pose forcément la question, j'ai du mal à imaginer que la loi de finances pour 2027 soit votée à temps. Donc, ça va encore avoir un problématique de choses qui ne seront plus applicables. Et là, la loi prévoit vraiment cette exonération jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, si la loi de finances au 31 décembre 2026 n'est pas votée, votre PPV ne sera plus exonéré d'impôts pour les entreprises de moins de 50 salariés au 1er janvier. Mmh. Et même au 1er janvier, c'est quelque chose qui pourrait sauter. Alors, peut-être pas
cette année, peut-être l'an prochain, mais tout ce qui va être exonération de charges, faut pas se leurrer, ça va être raboté de tous les côtés. Là, par exemple, cette année, discrètement, on a enlevé les exonérations de charges sur les primes liées à la médaille du travail. Donc, faut vraiment se dire que les exonérations de charges, profitez-en, ça va pas durer. Pardon. Merci beaucoup, Kevin. Alors, existe-t-il des obligations de mise en place concernant cette PPV? Oui. Alors, on a des obligations de mise en place concernant le partage de la valeur. Donc, notre participation obligatoire à partir de 50 salariés. Mmh. Si c'est pas mis en place, c'est l'inspection du travail vous mettra gentiment en place un régime d'exception qui est pas très favorable, donc il faut la mettre en place. Mais la question se pose surtout parce qu'il y a une loi qui rend obligatoire le partage de la valeur. C'est une expérimentation qui a une durée de 5 ans. Donc, c'est valable jusqu'au 29 novembre 2028. Dès lors qu'on est sur une entreprise de plus de 11 salariés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un régime de participation, euh, si, donc entre 11 et 49 salariés, ou si avec les effets de seuil, vous n'avez pas votre obligation de participation, dès lors que vous avez un résultat net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, donc 1% du résultat du bénéfice net fiscal, je la refais, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, il faut mettre en place un dispositif légal de partage de la valeur. Participation, intéressement ou prime partage de la valeur. D'accord. Quel est l'intérêt entre l'un ou l'autre? Participation, intéressement, c'est un caractère aléatoire, donc on ne sait pas combien ça va coûter. On a des objectifs qu'on met en place, mais on ne sait pas combien ça va coûter. La PPV, on sait combien ça va coûter dès le Mmh. début. Donc, D'accord, c'est obligatoire. Par contre, c'est une expérimentation, donc il n'y a pas de sanction de prévue. Donc, si c'est pas d'accord. mis en place, on ne peut pas sanctionner. Très bien, merci beaucoup, Kevin. Je vais aller très, très vite sur les questions-réponses puisque là, on a carrément dépassé, hein, le temps. On peut utiliser la prime de partage de la valeur, PPV, pour remplacer le versement du 13e mois. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Peut-être que là, je sais pas, personne ne répond. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, c'est bon, c'est bon. Il fait trop chaud, Kevin, pour faire des webconférences d'1 h 30, hein. Exactement. Alors, vous êtes déjà, en fait, personne ne me dit vrai et vous avez raison, c'est faux. Eh Ah ben, ça si, il y tombe a bien. quelqu'un qui m'a dit vrai je pense que c'est pour dire que j'avais faux. Heu, Effectivement, on ne peut pas utiliser la PPV pour remplacer une prime existante. Faites attention, l'URSSAF vérifie particulièrement en cas de contrôle. Merci beaucoup, Kevin. Deuxième question, une entreprise a le droit d'exclure les apprentis de son accord d'intéressement en y insérant une clause spécifique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, le temps que certains répondent, effectivement, pour répondre à Sandrine en même temps, la PPV, elle n'est pas distribuée aux salariés qui ne sont plus présents dans l'entreprise, hein. Non. Pas d'obligation. Mais Et l'intéressement, oui. donc, alors l'intéressement, oui, vous avez Voilà, c'est ça. une rétroactivité, une proportionnalité C'est ça. qui va être effectuée. Alors, je vais fermer les votes. Vous êtes 90% à nous dire que c'est faux et c'est faux. Bravo. Effectivement, ce serait totalement discriminatoire. Conséquence, lorsqu'on commet une discrimination pour l'URSSAF, vous perdez votre exonération sociale. Donc, ce sera le redressement. Eh oui. Attention, l'URSSAF vient en moyenne tous les 6 à 7 ans. Ah, je savais pas ça. Et dernière question, le président ou le directeur général de 30 salariés peut personnellement toucher la PPV? Voilà, donc vous avez commencé à répondre. Je regarde s'il y a des questions. Je me permets de répondre à Justine parce que je n'avais pas répondu. Passage à 217 jours en cas de congé supplémentaire, pas d'avenant nécessaire. C'est un peu imposé. C'est vrai que normalement il faudrait, mais il n'y a pas vraiment d'avenant nécessaire à ce niveau-là. C'est un cas un peu particulier. D'accord, merci beaucoup. Je vais fermer les votes et vous êtes 59% à nous dire que c'est faux, alors que c'est vrai. Vrai, l'URSSAF le tolère. Marrant. L'URSSAF Heu, le tolère, toujours vérifié dans ce qu'on appelle le BOSS, le bulletin officiel de sécurité sociale, eh parce que bien, ça aussi, ça peut changer plus rapidement. tard.
D'accord, merci beaucoup. Kevin, on va passer à la dernière partie avant. Bon, on a le dossier sur les primes et les avantages où vous retrouvez l'ensemble des informations dont on vient de parler et plus encore. Et maintenant, on va se préparer à 2027. Alors, je vous assure, il y a 3 questions, ça va plutôt aller vite. Est-ce que quels accords collectifs méritent d'être renégociés en cette fin d'année? Alors, tout ce qui prévoit des exonérations de charges. Comme je vous ai dit, il va y avoir un gros problème, probablement à l'avenir, à ce niveau-là, concernant nos exonérations de charges. Ça va être remis en cause, il va y en avoir beaucoup qui vont être remis en cause. Donc, quand on fait des accords collectifs qui prévoient des choses qui peuvent être exonérées de charges, on n'oublie pas d'y intégrer une condition, ce qu'on appelle une condition suspensive ou une clause résolutoire, heu, que cette exonération de charges soit maintenue. Ça veut dire, par exemple, si vous avez une condition suspensive et que votre exonération de charges est retirée, votre accord sera suspendu. Une clause résolutoire, si votre exonération de charges disparaît, il sera mis fin à votre accord. On peut mettre en place ce type de clause dans notre accord collectif pour justement s'assurer que ce que je verse, si demain on me sucre mon exonération, je puisse la remettre en question. Ça, faut faire attention parce que je pense que ça va être un carnage dans les années à venir. Donc, il faut surtout pas oublier cela. Donc, tout ce qui prévoit des exonérations de charges, on n'hésite pas à les renégocier pour y intégrer cela, quitte à rajouter une clause qui prévoit, par exemple, que dans un tel cas, les parties se réunissent pour négocier dans un délai de 3 mois, par exemple, pour négocier ça. Mettez pas des délais trop courts, hein, parce que si vous mettez qu'un mois et que ça arrive en plein mois d'août et que tout le monde est en congé, ça va poser problème. Donc, tout ce qui prévoit des exonérations de charges, on les renégocie pour y intégrer cela, voire on les négocie pour pouvoir en profiter avant que ça n'existe plus. Et tout ce qui est forfait jour, nos accords forfait jour, Oui, vérifiez-les, j'insiste, parce que ça tombe comme des mouches, on va dire, en ce moment, au prud'homme. Enfin, en d'accord. ce moment. Depuis 5 ans, c'est un massacre auprès des prud'hommes. Merci beaucoup. Quels accords faut-il préparer, pour l'année prochaine? Et bien là, on va reparler de notre directive transparence des salaires. Il y a un accord, si vous êtes sur des entreprises de plus de 300 salariés, à revoir ou à préparer, c'est nos accords GEPP. Nos accords GEPP, pourquoi? Parce que dans ces accords, vous avez justement un espèce de bilan qui est fait des postes, des catégories de postes qui sont nécessaires pour notre transparence sur des salaires. Euh, vos seuils de 10, vos demandes d'information se font sur des catégories de salariés. Donc, vos catégories de salariés, vous les faites dans vos accords GEPP. Donc, si vous êtes sur une entreprise de plus de 300 salariés, il vaut mieux commencer à les revoir dès que possible. Si D'accord, vous êtes à moins de 300 salariés, pas d'obligation de faire ce type d'accord, pas d'intérêt de le faire d'ailleurs, si on est à moins de 300. Par contre, j'insiste, commencez le plus tôt possible à cartographier vos métiers pour oui, vérifier s'il y a des différences salariales. Ça va être très important sur vos NAO ou vos augmentations générales. Il faut prendre le devant le plus tôt possible parce que vous allez probablement remarquer qu'il y a peut-être des différences qui vont être difficiles à justifier. Et j'ai pu voir un sondage sur BFM Business qui, je crois, prévoyait que les hommes seraient à soit, je crois que ce sera plus de 80% demandeurs. Les femmes, par contre, sont très peu demandeuses, visiblement, de ce type de choses. oui, c'est marrant. Et dernière question et on en aura fini. Bon, il y a le dossier sur les négociations collectives évidemment que vous retrouverez sur jurytravail.com, mais la dernière question, c'est quelles modifications, faut-il apporter dans les règles internes pour l'année prochaine? Alors là, comme vous voyez, on commence à déborder. Donc, les règles internes, on parle de règlement intérieur. On va essentiellement en parler lors de notre prochaine webconférence parce que c'est une modification de règles internes, ça concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous devez nécessairement l'encadrer dans votre règlement intérieur. Ça va être un nid à ennui que vous n'imaginez même pas. Donc, pour reprendre nos RPS sur nos RH, là, je peux Ouais, vous assurer qu'il va y avoir des surfroides à se faire parce que on a un usage abusif de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises bien qui sûr. l'utilisent. Mmh. Donc, il faut nécessairement l'encadrer dans notre règlement intérieur. Et je pense notamment au respect du RGPD. On a
un nombre incalculable de salariés qui utilisent l'IA en y intégrant des données personnelles d'autres salariés, voire de clients, et vos données personnelles sont envoyées, on ne sait pas où, ça peut être en Europe, mais ça peut être aux États-Unis. Ouais, bien Je sûr. tiens à rappeler que les prompts envoyés à l'IA sont envoyés dans un data center disponible. Et le matin, aux États-Unis, ça dort, donc les data centers les plus disponibles sont là-bas. Et votre RGPD nécessite un consentement de la personne lorsque ces données sont envoyées hors Europe. Voilà. Donc, faites très attention à cela. Il faut absolument l'encadrer, plus les usages abusifs, hein, parce que ça, on a pas mal de cas qui se présentent. Il faut l'encadrer dans le règlement intérieur. Donc ça, on rentrera beaucoup plus dans les détails lors de notre prochaine webconférence sur l'IA. On va parler notamment des consultations CSE qui sont très importantes et qui sont souvent oubliées, mais qui sont pas toujours obligatoires. Notre dialogue social et nos risques en termes de licenciement économique, les impacts sur les possibilités de licenciement économique, les besoins de formation, les, notre loi senior et notre réforme des entretiens professionnels, l'IA a un impact dessus aussi. Et on rentrera un peu plus dans le détail des règlements intérieurs. Merci beaucoup, Kevin. C'est donc le 2 juillet de 14h à 15h. Marine va vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire et comme cette webconférence à laquelle vous participez aujourd'hui, elle est gratuite. On arrive à la fin de cette webconférence. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux avec nous, nous avoir posé des questions. Merci beaucoup, Marine, pour l'animation de ce chat et surtout un grand merci à Kevin pour tes éclairages, tes explications tout au long de la session. Nous espérons que cette webconférence vous aura permis d'y voir tout ce qui va se passer d'ici la fin d'année et pour 2027. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets de vigilance, la transparence salariale, le temps de travail, la santé au travail, le partage de la valeur, etc. N'hésitez pas à vous abonner à Jury Travail pour avoir l'information rapidement, une information fiable, puisque vous le savez, hein, on a créé de nombreux contenus pour vous accompagner au quotidien. Donc la prochaine webcon, c'est celle-ci, l'IA et l'encadrement des usages en entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Kevin. Marine vous remet le lien, donc n'hésitez pas. Avec Kevin, on est toujours très heureux de partager ces rendez-vous avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, on déborde du temps qu'on prévoit. Donc, excusez-nous pour ça. Là, c'est un record. J'ai Voilà, c'est vraiment quand même. été trop bavard. Et si vous souhaitez nous laisser un petit mot, n'hésitez pas à nous faire un retour ou nous donner un avis. Nous les lisons toujours avec beaucoup d'attention. Marine va vous partager les liens. Et donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Marine, merci Kevin et à très bientôt sur jurytravail.com. Merci, à bientôt. Au revoir.